bien. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur cet espace Barjavel. On va démarrer une table ronde sur le jumeau numérique, un sujet qui vous passionne certainement puisque vous êtes avec nous. Le jumeau numérique, arme d'industrialisation massive. Nous allons évoquer ce concept multiforme de duplication digitale d'un écosystème, d'un produit, d'une organisation, d'un territoire, d'une chaîne de production. Et nous allons évoquer cette diversité et ce formidable potentiel avec nos invités que je vous présente. Alors, Sylvie Guinard, bonjour. Vous êtes présidente du groupe Timonier, vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis après, je fais le tour de table comme ça, tranquillement. Samir Assaf, bonjour. Vous êtes ingénieur pôle simulation au CETIM. Antoine Rousseau, bonjour. Vous êtes responsable scientifique Lemon à l'INRIA de Montpellier. On aura la vision territoriale avec vous. Franck Bonacera, bonjour. Vous êtes du groupe CISAX. Et Raphaël Contamin, vous êtes directeur BIM Factory chez Engie Maxima. Ah, peut-être une précision, non ? Non, donc je suis dans le groupe Equance, en charge des solutions digitales. Voilà. Et alors pourquoi j'ai ça ? Il y a une petite erreur qu'on... Parce que vous étiez avant là-dedans ou... Alors, avant, oui. C'était une société qui s'appelait Axima. Et pas Axima, Maxima, exactement. Et effectivement, qui est devenu le groupe Equance depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois, vous avez changé, d'accord. Vous allez nous parler de ça tout à l'heure. Désolé pour cette petite confusion. Alors, on commence tout de suite avec vous, Samir. Vous êtes donc au CETIM. CETIM qu'on ne présente plus. Vous pouvez quand même peut-être en dire 2 mots, mais ici, sur les salons industriels, tout le monde vous connaît. Et puis, vous allez nous dire comment vous abordez, vous, le jumeau numérique en termes d'accompagnement, de savoir-faire, de transmission. Très bien, merci. Je me présente avant donc Samir Assaf. Je travaille au pôle simulation du CETIM, qui est en charge de développement de modèles numériques pour la simulation dans le domaine évidemment de la mécanique. Le CETIM a pour objectif de mettre en place les compétences et les moyens au service de nos cotisants dans l'industrie mécanique. Nous sommes le centre de recherche et développement de l'industrie mécanique en France. Et notre travail est de mettre à disposition les nouvelles technologies dans le jumeau numérique. Le jumeau numérique au CETIM représente un axe de développement très important. Nous avons plusieurs projets en cours, projets nationaux, projets européens. Je vais citer très rapidement quelques exemples. Nous avons en cours le développement d'un jumeau numérique d'un appareil à pression. C'est ce que vous voyez ici. Et pour illustrer un petit peu la démarche, donc sur la partie gauche de la photo, vous avez l'appareil physique. Et sur la partie droite, vous avez le modèle de simulation qui va nous permettre en fait de comprendre comment l'appareil marche, qui va nous permettre de détecter par exemple s'il y a des défauts. C'est tout l'aspect modélisation à la fois basé sur de la physique, mais aussi sur de la donnée. On y reviendra sûrement tout à l'heure sur ça. Et je citerai encore un autre projet dans le cadre d'un projet européen qui est la construction d'un jumeau numérique d'une machine d'usinage. Donc pareil, qui est instrumentée chez nous et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Merci. D'accord. Il y a donc pour le CETIM cette mission, on va dire, de mettre en place des concepts au tout début de la recherche. Vous le mettez en place et après tout le monde va en profiter puisque vous rayonnez dans énormément de PME, de groupes industriels. Donc vous allez avoir, vous, ce rôle un peu d'exploration d'un concept, d'un process. C'est ça que vous nous expliquez. Hein. Exactement. Donc le rôle d'exploration, le rôle de monter en compétences, d'aller chercher les moyens, de développer de nouveaux moyens pour nos cotisants. Et c'est réellement ça notre mission, qui revient encore une fois, là, entre autres, sur le développement actuel du jumeau numérique dans l'industrie mécanique. Ok, alors on va revenir dessus tout à l'heure. Sylvie, alors avec vous, on va voir la partie du jumeau numérique qui concerne les produits. Vous allez nous raconter un peu comment vous l'exploitez, vous, ce jumeau numérique dans votre production. Bon, on a quelques chiffres, on passe très rapidement sur votre groupe, mais je vous laisse après. Allez-y.
Oui, bonjour Oui, à tous. Donc Sylvie Guinard, je suis présidente de Timonier. Donc nous concevons et nous fabriquons des machines d'emballage pour des produits souples, pour emballer des produits sensibles. Donc soit des produits que l'on va s'injecter, comme tout ce qui va être machine de fabrication de poches de perfusion, de filtres à sang, produits que l'on va ingérer. Donc dans l'agroalimentaire, ce sont tous les sachets souples qui tiennent debout, dans lesquels vous avez le sucre, pâte à gâteau, compote, tous ces types de sachets d'Oipac, ou beaucoup à l'international pour emballer le lait, l'eau et les jus de fruits. Un troisième secteur pour tout ce qui est en cutané ou en atmosphérique, donc tout ce qui va être berlingot, de javel, d'adoucissant, tout ce qui va être éco-recharge, shampoing, savon liquide. Et un dernier pan d'activité industrielle où l'on va souder les matériaux souples, qui est là très varié. Alors en fait, le jumeau numérique, c'est une des briques technologiques que moi j'ai attendu avec impatience, sachant qu'on a à peu près dans les effectifs, un tiers de l'effectif en R&D et en technique, puisqu'on fait que de la machine spéciale, on développe vraiment la machine pour le produit, enfin le produit pour un client donné. Et en l'occurrence, nous dans le process, on conçoit la machine, on envoie toutes les pièces à fabriquer, après on a une activité d'assemblage, et c'est seulement une fois que la machine était montée, qu'on était en capacité, en mettant l'automate avec le programme, de pouvoir faire bouger la machine, et on commençait à optimiser le programme, à valider le programme en bout de chaîne. Donc en fait, c'est vraiment là qu'on découvrait le fonctionnement. Et l'objectif, nous, et le fonctionnement, l'utilisation du jumeau numérique, est justement de pouvoir s'affranchir de cette dernière étape qui était en bout de chaîne et de la ramener beaucoup plus tôt. Donc ce que j'appelle un jumeau numérique, c'est qu'on vient justement utiliser la modélisation numérique de la machine, puisqu'on l'a complètement conçue, donc le bureau d'études a l'intégralité des plans, et on va utiliser l'automate réel de la machine pour pouvoir piloter le modèle numérique en temps réel. Parce que la simulation, juste pour faire des calculs, ça faisait longtemps qu'en termes de CAO en 3D, on savait faire. Ma problématique, c'était de pouvoir le faire en temps réel, et de pouvoir optimiser la vitesse à laquelle j'allais pouvoir enchaîner mes opérations. Donc l'objectif aujourd'hui, enfin le fonctionnement on va dire aujourd'hui, c'est qu'une fois que la machine a été conçue, les automaticiens en parallèle préparent toute l'architecture du programme et préparent le programme. On a approvisionné l'automate en parallèle et du coup on va profiter du temps d'approvisionnement des pièces et le temps de montage pour pouvoir optimiser le programme qui va être mis sur la machine. Et ça permet, dès qu'on a la machine qui est dispo, qui a été raccordée, de mettre directement le programme. Et normalement, on a optimisé les cycles de production de la machine. On a validé un certain nombre de fonctionnements de sécurité sur la machine. Donc en fait, ça nous permet non seulement de sécuriser la partie délai, mais en plus de pouvoir tester beaucoup plus de choses dans des configurations très diverses. Alors après, on a deux petites limitations, mais pour nous qui ne sont pas petites du tout. Les deux limitations, c'est que les programmes, enfin les jumeaux numériques qu'on a, ne nous permettent pas de simuler le fonctionnement d'un sachet souple. La problématique, c'est qu'on ne fait que ça. Et ça ne permet pas non plus de simuler la mécanique des fluides, donc tout ce qui va être remplissage et comportement du liquide sur la machine. Et malheureusement, on fait des machines de remplissage. Mais à ces deux deltas qui sont quand même pas minimes, mais à ces deux deltas près, ça nous permet quand même d'optimiser de manière très très claire l'ordre, le cycle de la machine pour qu'on puisse faire un maximum d'opérations en parallèle et réduire le cycle de la machine. Alors on le voit bien, c'est très clair, hein, vous gagnez en temps et en fiabilité de la machine avant qu'elle soit assemblée complètement. Il y a ces deux facteurs qui sont aujourd'hui déterminants. C'est exactement ça. Et quand on a cette brique qui est venue se présenter, alors moi, ma problématique, c'est que je fais de la machine spéciale. Donc je ne peux pas me permettre, quand je fais le jumeau numérique, de passer des semaines à créer le jumeau numérique pour pouvoir tester les choses. Donc moi, j'avais besoin d'une brique qui soit, on va dire, multi-fournisseur, parce qu'on ne travaille pas qu'avec un seul fournisseur d'automatisme et qu'un seul fournisseur de CAO 3D, heureusement. Mais on travaille à peu près avec tous les modèles d'automatisme qui existent. Donc nous, notre problématique, c'était de pouvoir arriver à trouver cette brique technologique qui s'interface avec toutes les marques. Et la deuxième chose, qui me permette de pouvoir faire communiquer le modèle numérique et mon programme que j'ai mis dans l'automate de manière très rapide. Et aujourd'hui, les modèles que l'on fait, c'est à peu près 3 jours de préparation pour pouvoir commencer à tester les programmes. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, parce que au début, quand j'ai commencé à travailler avec certains, que je ne nommerai pas, il y a peut-être maintenant 8-10 ans, oui. Parce que ça doit bien faire ce temps-là qu'on a le jumeau numérique maintenant,
Là, en l'occurrence, on m'expliquait qu'il fallait 15 jours, 3 semaines pour arriver à faire la modélisation numérique pour pouvoir commencer à faire les tests. Nous, c'était juste irréaliste par rapport à notre cycle et à notre besoin. Donc voilà, aujourd'hui, en 3-4 jours, on sait faire une machine complète. Excellent. On va revenir sur tous ces sujets-là. On fait tourner. Raphaël, vous êtes donc chez Equans. On va regarder avec vous un autre type de modélisation. Expliquez-nous un peu comment vous l'utilisez, vous, chez vous, alors, le jumeau numérique. Bien, bonjour à tous. Equans, c'est un groupe qui fait 12 milliards d'activités dans 17 pays et donc qui est dans une position d'intégrateur de solutions multitechniques. Donc le génie électrique, le génie climatique et puis toutes les solutions digitales et des technologies de l'information, de la communication. Donc nous, on va intervenir sur un site industriel en conception, en construction ou en exploitation, donc sur nos métiers techniques. Et en fait, de plus en plus, on va utiliser nos métiers digitaux de manière à connecter sur un site l'ensemble des flux de données qui vont être utiles à la performance de l'installation. Et finalement, pour nous, un jumeau numérique, c'est l'étape d'après ce qu'on appelle l'hypervision. C'est-à-dire sur un site, vous allez avoir, c'est ce qui est représenté ici, des flux de données qui viennent justement des maquettes 3D, des maquettes BIM ou CAO, des données qui viennent des logiciels de maintenance, des données qui viennent des logiciels d'automatisme. Et en fait, pour être capable de piloter le site, il faut d'abord centraliser, structurer, fiabiliser ces données. Ça, ensuite, on les rend accessibles aux clients à travers un logiciel central qu'on appelle une hypervision. Donc cette hypervision, c'est, je dirais, le premier niveau qui permet déjà de mieux suivre, mieux piloter et puis faire tous les reportings dont on a besoin sur un site et qui ouvre la porte à ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est-à-dire la capacité à prévoir et simuler à partir de l'hypervision. Une fois que vous avez cette base de données centrale, vous pouvez commencer à travailler la donnée et là, ça vous donne accès à des cas d'usage supplémentaires dont je vais prendre 2 exemples juste après. Et c'est ça qu'on appelle, nous, le jumeau numérique à l'échelle d'une infrastructure ou d'une installation technique. Là, on le voit, là, vous parlez de la donnée, c'est quand même un facteur très important. On réconcilie des données qui sont très différentes. On a les données structurées et pas structurées. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, quand on voit les différents cas, enfin les différents types de données que vous avez mis, il y a le bâtiment, il y a la maintenance technique, il y a les performances énergétiques, les process métiers, l'activité. C'est des données qui partent dans tous les sens, qui ont des formats différents, très compliqués. Donc, effectivement, aujourd'hui, déjà, de réconcilier tout ça, de le mettre en forme, de le mettre en musique et de pouvoir l'utiliser à bon escient, c'est déjà précieux, c'est une première étape. Et le jumeau numérique se place dans cette direction, cette perspective, finalement. Oui, tout à fait. On a parfois des clients qui veulent aller directement faire de l'intelligence artificielle, de la data science, du machine learning, parce qu'ils sont passés sur un salon, qu'ils en ont entendu parler, qu'ils se disent il faut qu'on fasse la même chose. On a dit beaucoup de bien, il faudrait qu'on ait ça chez nous. Pire, un de leurs patrons est passé sur un salon et est revenu et leur a dit et pourquoi on ne fait pas ça chez nous? On va voir Suzanne Diluc qui va nous mettre de l'intelligence artificielle. Voilà, et c'est pour ça que nous, on insiste bien sur le fait qu'avant de pouvoir faire des jumeaux numériques tels qu'on l'explique là, il y a d'abord tout un travail de structuration, centralisation, fiabilisation des données qui est essentiel et qui en soi est déjà source de valeur et ouvre la porte à d'autres cas d'usage. Les 2 cas d'usage que je voulais montrer, c'est sur la slide d'après, ça illustre un peu la dynamique. Le premier, c'est avec un client qui s'appelle GNVR. Donc, il détient à peu près 90 bornes de recharge avec des bornes de recharge pour du gaz, pour de l'hydrogène, pour de l'électricité. Et lui, il a du coup des flux de données qui viennent des systèmes d'automatisme très différents. Il doit transmettre des données à ses exploitants, il doit transmettre des données à ses clients en mobilité qui veulent recharger, pouvoir réserver et recharger. Et donc, il avait le premier enjeu d'arriver à connecter l'ensemble de ces flux de données dans un hyperviseur. Donc c'est ce que vous voyez là, très petit. Et maintenant, on travaille avec lui des cas d'usage jumeaux numériques, maintenant que toutes ces données sont structurées. Un exemple très concret, il doit faire passer des camions qui réapprovisionnent l'ensemble de ces stations. Et jusqu'à maintenant, les tournées des camions, elles étaient faites un peu au hasard. Et à partir de toutes les données historiques qu'on avait captées sur ces stations, on est capable aujourd'hui d'optimiser les tournées des camions et donc de faire des économies par rapport à ces tournées.
Un deuxième exemple que je trouve très très intéressant, c'est chez un client qui s'appelle Soitec. Soitec, vous connaissez peut-être, c'est une petite pépite industrielle française, qui est d'ailleurs plus si petite que ça, qui est un acteur essentiel dans la chaîne de production de puces microélectroniques, qui sont basées à Grenoble, à Bernin. Et eux, ils avaient l'enjeu d'optimiser la consommation des fluides qui sont utiles pour leurs usines. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes les données des systèmes de supervision. On a récupéré des données météo nationales, mais aussi des données météo locales, parce que pour ceux qui connaissent la vallée du Grésivaudan, c'est une géographie assez particulière. On a fait tourner des algorithmes de machine learning et on a testé pendant une phase de 3 mois l'efficacité de la consommation énergétique avec les consignes manuelles qui étaient données auparavant par rapport à l'efficacité issue des algorithmes de machine learning qu'on avait fait tourner entre Soitec, Equance et puis un partenaire qui s'appelle Architecture et Performance. Et on a vu qu'on a réussi à obtenir des gains, alors on n'a pas le droit de dire exactement combien, mais en tout cas qui sont largement au-delà du coût du projet qu'on avait mené pour Soitec. Donc voilà, c'est 2 exemples concrets qui vous montrent le passage de la notion d'hypervision à la notion de jumeaux numériques. Mais comme vous l'avez très bien dit, il ne faut pas vouloir aller trop vite aux jumeaux sans avoir travaillé la donnée. Complètement, parce qu'on voit avec Sylvie, vous reconfirmerez tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est dans la durée, c'est vraiment une réflexion assez longue. Qu'est-ce qu'on fait précisément? On y reviendra tout à l'heure. Je vais vous passer la parole maintenant, Antoine, donc, sur vous, les modélisations que vous avez pu faire au sein de l'INRIA. On parlait justement de territoire et de relief particulier. Vous, les modélisations que vous faites sur l'INRIA, c'est à l'échelle du territoire. Parlez-nous un peu de ça. Bonjour à toutes et tous. Donc, Antoine Rousseau, moi je suis chercheur à l'INRIA, donc qui est un institut public de recherche multilocalisé en France. On a à peu près 250 équipes qui travaillent sur des sujets aussi variés que l'automobile, l'aviation, l'environnement, etc. et qui sont effectivement insérés dans les territoires. Donc moi-même, je dirige un laboratoire qui est à Montpellier et qui fait des sciences du littoral avec un peu de mécanique des fluides, un peu d'érosion, un peu de pluie, un peu de météo, etc. Et donc l'INRIA est un institut, donc comme les grands instituts de recherche comme INSERM, INRA, évidemment le CNRS. Et la particularité de l'INRIA, c'est qu'il est sous la double tutelle du ministère de la Recherche, bien entendu, et de l'Industrie. Donc on a vraiment une focalisation sur le transfert industriel et les questions que peuvent se poser les industriels. Donc on travaille par exemple beaucoup avec des bureaux d'études. Oui. Non, mais il y a la partie recherche et puis il y a la partie application, voilà, très exactement. terrain. Vous avez cette double casquette. Exactement, et les deux se nourrissent, bien entendu, avec des contrats de collaboration, des thèses CIFRE qui permettent aux industriels d'avoir des contributions de recherche et puis aussi aux chercheurs de nourrir leur programme de recherche avec des vraies questions pratiques. Donc c'est vraiment une collaboration proche. Et là, moi j'ai illustré mon début d'intervention par un jumeau numérique qu'on a fait sur une inondation. Donc vous avez les 2 cartes à gauche qui est une carte de vue satellite et puis à droite une simulation qui est faite par notre outil de simulation numérique de modèles de mécanique des fluides. Et alors moi je partage tout à fait ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure sur la nécessité d'avoir des outils qui soient assez intégrés, c'est-à-dire qui puissent, en l'occurrence, si vous regardez la ville de Montpellier avec un épisode Cévenol, qui puisse avoir à la fois une vision globale de l'agglomération, donc qui permettent d'avoir une vision d'ensemble pour les gestionnaires de crise, que ce soit la préfecture, les pompiers, etc. Et qui permettent aussi d'avoir localement, sur une école, sur un hôpital, sur la maison de monsieur le préfet, d'avoir une vision précise de ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir des seuils critiques, s'il y a des produits dangereux, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout les mêmes si vous êtes dans un hôpital, encore une fois, ou juste dans une rue. Et la difficulté est que nous, dans les labos de recherche, on essaye à la fois de faire passer à nos partenaires industriels, mais en même temps, on essaye de les préserver de ça, c'est qu'à des échelles différentes, les mécanismes physiques et les équations qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Et donc on a besoin d'avoir une expertise métier qui permette de résoudre ces différentes échelles, en utilisant parfois des outils d'IA d'ailleurs, qui sont très bien quand on n'a pas les clés de modélisation. L'IA fait des choses formidables, il ne faut pas la mettre partout, mais ça permet de simuler, ça ne permet pas toujours de comprendre, mais ça permet de faire des choses.
Et derrière, eh bien, nous, on utilise ces éléments-là et on essaye de les intégrer pour qu'encore une fois, pour nos bureaux d'études, ce soit un peu transparent et qu'on n'ait pas besoin d'avoir des compétences techniques qui vont prendre 3 semaines pour designer un modèle. Non, mais c'est vrai que c'est important, hein, et ça, on en a tout à fait conscience. Donc voilà, nous, on fait tout ce travail amont. Et encore une fois, là, j'ai focalisé sur le territoire de Montpellier et sur des inondations, mais voilà, les laboratoires d'INRIA s'intéressent à tout un tas d'applications dans le domaine industriel. Et vous avez des thématiques fortes, chaque INRIA, chaque site en fait est un peu dédié quand même à des thématiques particulières. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui, juste comme ça, il y a 5 grands domaines au niveau national, Oui. on a 8 centres de recherche en France, et ce qui fait la coloration thématique, ce sont plutôt les laboratoires, les équipes. Ok. Donc il y en a entre 200 et 250, ça change un petit peu chaque année, mais disons que voilà, parce que ce sont des laboratoires qui sont vivants, que ce n'est pas des choses qui sont sur 30 ans, ça évolue. Et donc oui, ce sont dans ces laboratoires que se posent les questions et qu'on donne la coloration thématique, etc. Ok. Franck, on va maintenant évoquer avec vous, je vais remettre le petit slide générique, on va évoquer avec vous la gestion d'un atelier. Donc parlez-nous un peu du groupe CISAX et comment vous avez implémenté ce jumeau numérique au sein de vos équipes. Oui, bonjour. CISAX, c'est une petite entreprise. En fait, on fait 3,5 millions. On a 2 sites de production. Un qui est dédié à tout ce qui est ensemble mécano-soudé et infrastructure mécano-soudée. Et le deuxième dont je vais parler, qui est beaucoup plus destiné à la partie usinage. Alors la partie usinage, nous, on fait principalement des prototypes ou alors du multi-unitaire. On ne fait pas des séries. Et quand j'ai repris la société, moi, je m'étais heurté à un problème, c'est que les hommes étaient en permanence devant les machines. Et du coup, le jumeau numérique nous a permis plusieurs choses. La première chose, c'est une assurance anti-collision. Parce qu'effectivement, lorsqu'on n'a qu'une seule pièce à faire, l'idée c'est de la lancer directement à vitesse optimale pour des histoires de coûts. Et si les outils sont mal sortis, s'il y a des risques de collision et une CN qui fait une collision, c'est un coût qui est non négligeable. Donc la première partie, effectivement, c'est que l'ordinateur puisse connaître exactement l'intérieur des machines, puisse connaître exactement les outils que nous utilisons, puisse connaître voilà, tout ce qui est l'usinage, afin de pouvoir dire au minimum, déjà, il n'y a pas de collision et la pièce va sortir. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était l'intégration des jeunes, parce que lorsque vous avez des anciens, il y a des outils un petit peu partout, ils vont vous dire, bon bah ça se fait avec la fraise de 25, c'est celle-ci, avec tel paramètre, ils le savent, ils vont très vite à le monter. Le facteur humain existe toujours, ils peuvent se tromper, avoir une collision, donc ça c'est la première partie dont je viens de parler. Le jeune qui arrive derrière, pour lui c'est très compliqué. En mettant ce jumeau numérique, on a eu l'obligation de créer les outils permanents que nous utilisons en permanence. Et pour le coup, une personne qui rentre, il faut savoir que chez nous, ils sont tous programmeurs régleurs. Comme on fait que du prototype, il n'y a pas de différents services, c'est la même personne qui fait tout. Il sait que chez nous, par exemple, moi je ne suis pas technicien, mais enfin pour faire un alésage de tel diamètre dans de l'acier, c'est l'outil numéro 132 avec tel et tel et tel paramètre. Donc du coup, en programmation, il va savoir comment le faire immédiatement. Et lorsqu'il va arriver sur la machine, il va prendre l'outil 132, il va le positionner. Et on est sûr que tout le processus soit bon. Donc ça a été le deuxième effet bénéfique, c'est l'intégration des jeunes. Le troisième effet bénéfique, c'est lorsque vous utilisez l'outil 132, mettons que c'est une fraise de 25, au bout d'une année, vous avez des informations qui sortent. Vous savez que cette pièce-là, par exemple, grosso modo, on la change tous les 100 heures d'utilisation. Donc là, pour le coup, en maintenance préventive, vous savez qu'on va dire, mettons, tous les 95 heures, l'outil est changé. Voilà, on le retire. Et donc, ça évite, lors d'usinage, d'avoir des outils qui cassent ou d'avoir des outils qui s'usent. On en connaît le cycle de vie. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est en termes de coût d'achat. C'est-à-dire qu'avant, si j'en utilisais 25 dans l'année, et tous les 15 jours, on passait une commande de la fraise de 25 avec le prix fort plus les 10 € de transport. Voilà. Aujourd'hui, si je sais que j'en utilise 25, je peux faire une commande annuelle avec une remise de négocier puisque j'en prends 25. Et puis c'est pareil pour l'ensemble des produits permanents. Et en plus, on les a en stock et on les monte à l'avance. Donc ça évite le problème de facteur humain parce qu'on peut passer une journée à monter les outillages et puis une deuxième personne qui vient vérifier effectivement qu'il n'y ait pas de soucis de montage, de soucis de paramètres. Et on met tout ça dans les rangements. Donc l'outil 132, il est prêt, il est conforme. On sait que lorsqu'on va utiliser, les paramètres seront bons. Donc intégration des jeunes, assurance anti-collision.
qu'est-ce que j'ai dit, réduction des coûts au niveau Réduction des coûts, oui. au niveau des achats, voilà. Et puis maintenance préventive, enfin, on change les outils avant qu'ils ne cassent. Excellent. Alors on le voit, on va peut-être là on a fait un premier tour de table. Maintenant on rentre un peu dans le sujet pour développer tout ça. Samir, on voit avec le cas de Franck là qui équipe une jolie PME ETI. Vous êtes encore PME ETI, enfin PME. Je sais pas, on fait 3,5 millions à peu près, on a une petite trentaine de collaborateurs. Voilà. Peu importe, mais en tout cas, ça se démocratise quand même. On avait dit en préparant le sujet que finalement, le jumeau numérique, au début, qui était très industriel, on était sur sur du gros programme. Aujourd'hui, on arrive à rentrer dans des cas d'application assez spécifiques. On diversifie le jumeau numérique. On voit là tous les exemples qu'on a qui sont très variés, différents dans l'objectif, dans les moyens mis en place. Vous, au niveau du CETIM, vous le voyez aussi, pas forcément un engouement, on ne peut pas parler forcément de ça, mais cette diversification et ce déploiement au sein des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Oui, tout à fait. L'exemple de Franck, hein, encore qui est parlant, quoi. Tout à fait, effectivement. Donc tout ce qui est modélisation, simulation numérique, bien souvent, et ça a démarré comme ça avec les grands groupes industriels. Maintenant, avec la démocratisation des moyens informatiques, avec la disponibilité de différents logiciels, de différentes méthodes, on a parlé tout à l'heure des machine learning, etc. Cette démocratisation fait que le jumeau numérique devient accessible aux PME, aux PMI, qui est notre cœur cible en fait, avec laquelle on travaille et qu'on souhaite accompagner dans cette transformation industrielle grâce au jumeau numérique. Donc on a plusieurs projets. J'ai cité tout à l'heure le cas d'un réservoir, d'un réacteur chimique sur lequel on travaille. On travaille aussi, je l'ai dit tout à l'heure, aussi sur une machine d'usinage qui va être utilisée après dans les PME, PMI. On travaille aussi sur un jumeau numérique d'une boucle fluidique qu'on a installé sur notre site de Nantes, une boucle fluidique avec son circuit, sa pompe, etc. Nous l'avons instrumenté. Peut-être des infos à aller chercher là, non boucle fluidique, j'entends, je me dis tiens, ça peut vous intéresser, Sylvie. Donc, c'est des process en fait qui sont utilisés dans les échanges thermiques, dans les PMI, PME, et on tient à développer cette techno pour pouvoir ensuite la transmettre. Juste avant de passer la main, j'aimerais revenir sur quelques notions fondamentales en fait, du jumeau numérique. On en a parlé. C'est la continuité numérique des données depuis l'exploitation jusqu'à la conception ou l'inverse. Depuis la conception jusqu'à l'exploitation, jusqu'à même la fin du cycle de vie d'un produit. Et c'est cette notion très importante, les industriels le savent, entre faire le lien entre ce qui est réellement produit, exploité et ce qui a été conçu au départ, pouvoir passer d'une phase à l'autre. Le jumeau numérique permet de faire ça et permet de gagner effectivement beaucoup de temps en exploitation. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, on en a parlé aussi avec les modélisations. Au CETIM, on développe pour l'aspect modélisation donc, deux approches. Une approche basée sur la physique, la compréhension, l'expertise métier, et une autre approche qui est basée complètement sur la donnée, avec la machine learning. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'hybrider ces deux approches pour pouvoir tirer l'optimum de chaque vision et pouvoir proposer des simulations qui tiennent la route. Voilà, parce que les deux univers se nourrissent. Sylvie voulait réagir, et puis après Raphaël. Oui, moi je voulais juste apporter un éclairage particulier sur le fait que quand on parle de jumeaux numériques, on a des utilisations et des visions qui sont très diverses. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir vous montrer ce qu'on vient nous coller derrière jumeaux numériques, parce qu'il y a beaucoup de variétés sur non seulement la manière, mais même la définition qu'on en a. C'est-à-dire que moi, typiquement, le jumeau numérique, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir faire une simulation en temps réel. Un cycle de machine, c'est 3 secondes. En 3 secondes, il faut avoir fait l'intégralité de tous les mouvements et d'avoir tout piloté en même temps. Ça ne va pas être la simulation.
moi, vraiment, ce que je vais chercher, c'est la simulation en temps réel. Sans le temps réel, le jumeau numérique ne m'intéresse pas. Pour d'autres utilisations, le jumeau numérique va être le facteur clé qui fait que c'est un jumeau numérique, c'est de pouvoir utiliser des données qui sont très diverses, genre une usine qui va utiliser toute une chaîne de production avec des machines qui sont complètement différentes, avec un environnement dans l'entreprise qui est complètement différent. Et ça va être la gestion en temps réel de ces données-là, du cycle de production complet, qui va pouvoir permettre aux clients de pouvoir piloter au mieux son usine. Vous, c'est au niveau de l'outil de production, votre centrale d'usinage et de tous ses composants. Mais un des points, ça fait 8-10 ans maintenant qu'on a toujours cette, entre guillemets, la difficulté, c'est qu'on ne vient pas coller la même chose derrière jumeau numérique. Et je pense que du coup, cette table ronde, elle est riche justement de visions qui sont complètement différentes de ce qu'on peut vivre dans le jumeau numérique, et peut-être d'ouvrir un peu les opportunités qui peuvent exister sur ces parties simulation de data qui sont très très différentes sur du temps réel. Voilà. Oui, c'est important de le dire, et c'est pour ça que Christophe a rassemblé en fait des profils comme ça qui sont un peu différents. On parle du temps réel là, avec vous, Sylvie, pour juste anticiper la production temps réel et être vraiment au plus fin et au plus réactif, on va dire, pour avoir gagné de l'agilité. J'imagine vous, Antoine, dans les simulations territoriales, quand vous évoquez des crues ou des événements météorologiques qui pourraient arriver, vous êtes sur un temps long, vous êtes sur tout d'un coup une simulation qui peut intervenir dans 5 ans ou non? Alors Oui, oui, cette réflexion. en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement de la préparation de scénarios, donc des bureaux d'études qui vont étudier, par exemple, l'implantation d'une digue à tel ou tel endroit, de la gestion de risque si là, il y a une rupture dans le port à cet endroit-là, etc. Donc ça c'est effectivement des jumeaux numériques en temps long, entre guillemets, donc là qui ne sont pas du tout dans les échelles de temps qu'évoquait Sylvie, et qui peuvent faire appel à des outils gourmands en temps de calcul. Tant pis, c'est pas grave, mais au moins on va avoir de la qualité au final, et on est capable de prédire à quelques centimètres près ce qui va se passer. Mais on a aussi de la gestion de crise en temps réel. Par exemple, quand il commence à pleuvoir dans les Cévennes et que le Vidour le gonfle, on a 3 heures pour faire une prévision d'inondation à Montpellier. Et donc là, on utilise des modèles upscalés, donc à grande échelle, qui sont un petit peu dégradés par rapport à la qualité du modèle qu'on pourrait avoir avec un modèle très très fin. Évidemment, ce modèle va tourner beaucoup plus vite. Et là, on peut hybrider, et je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle où en fait on a fait de l'apprentissage en amont, où on a fourni au réseau de neurones des simulations grande échelle et des simulations fine échelle, puisqu'on a eu le temps de le faire sur toute l'agglo de Montpellier. Et puis, au moment où l'alerte se déclenche, on est capable de faire les simulations grande échelle grossières très rapidement sur des ordinateurs. On fournit ça à l'IA, et l'IA nous retourne directement les informations à fine échelle que l'on n'aurait pas eu le temps de calculer en direct si on avait eu besoin de faire ce truc-là. Et donc, ces histoires d'échelle de temps, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à l'instant, c'est-à-dire que le jumeau numérique, c'est comme l'intelligence artificielle, chacun a sa définition. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir les confronter. Absolument, et on voit il y a les données, le temps, ce qu'on peut retenir, il y a l'échelle de temps sur laquelle on travaille, qui va être assez primordiale pour développer un peu la notion qu'on veut l'amener, la gestion de la donnée. Et j'aimerais juste en un mot terminer sur un point qui est, en regardant un peu vers l'avenir, il faut aussi penser à la gourmandise de ces algorithmes. Einstein disait il y a très longtemps, le meilleur modèle, c'est celui qui est aussi simple que possible, mais pas trop simple. Donc il faut arriver à faire de la couture, de la haute couture, pour qu'on modélise avec nos outils exactement ce dont on a besoin. Mais le petit tourbillon dans un coin ou l'âge du capitaine, si on n'en a pas besoin, il ne faut pas s'en servir. Et ça, dans un avenir où les ressources vont nous manquer, où on va avoir besoin d'être un petit peu low cost aussi dans nos outils informatiques, il faut y penser, c'est important. Oui, puis il ne faut pas surenchérir dans le big data, Exactement. dire tiens voilà, on va rajouter des couches et des couches et des couches. Comment vous voyez, Raphaël, vous qui êtes justement sur cette échelle assez globale de l'entreprise, comment vous gérez les données pour déterminer, évaluer quelles sont celles qui sont essentielles dans la belle réalisation, la belle marche et la belle mécanique du jumeau numérique, et celles qui sont vraiment anecdotiques, accessoires qu'on va jeter? Pour répondre à votre question, moi je rebondirai sur ce que vous avez dit tous les deux, que je partage, qui est cette notion d'hybridation des données. C'est-à-dire, si on veut éviter de tomber dans des algorithmes hyper compliqués en prenant à chaque fois l'ensemble des données, il faut se poser la question, cas d'usage par cas d'usage,
quelles sont les données utiles et agir de manière pragmatique. Et souvent en hybridant des données physiques et des données dynamiques, ça permet de répondre à des cas d'usage assez intéressants. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Dans la microélectronique, il y a de temps en temps besoin de repenser la configuration de chaîne de production pour intégrer des nouvelles machines assez complexes. Et quand on intègre une machine assez complexe, il faut penser tous les raccordements. Et donc ça, les données des maquettes BIM sont hyper utiles pour simuler physiquement l'ensemble des raccordements. Mais il faut aussi penser la capacité de la machine par rapport à ses specs techniques à elle, à gérer les pressions qui vont être dans l'ensemble des systèmes des différentes utilities. Et pour vérifier ça, les données dynamiques issues des supervisions vont être très utiles. Donc voilà, moi la réponse à ça, c'est vraiment partir du cas d'usage, avoir l'ensemble des données à disposition via l'hypervision, et ensuite réfléchir cas d'usage par cas d'usage, quelles sont les données utiles et exploiter spécifiquement ces données-là. Bon, il y a un autre sujet sur lequel je voulais rebondir, parce que vous avez fait le constat que finalement, on voit que les PME, les ETI arrivent à se saisir de ces sujets jumeaux numériques, parfois même mieux que des très gros acteurs. Je pense que c'est parce qu'on a dans les PME ETI les acteurs qui sont capables d'avoir la vision globale de ce qui est utile à l'entreprise, à la fois en termes de données et de flux. Et parfois, chez les très gros acteurs, c'est la difficulté qu'on va avoir. Vous allez avoir d'un côté la direction de l'exploitation, de l'autre la DSI, troisièmement le management, et finalement chacun va voir un bout du prisme. Et si on veut construire un jumeau numérique d'un site, d'une usine, nous, à chaque fois que ça a marché, c'est parce qu'on avait le bon interlocuteur qui avait la capacité en interne chez le client de mettre autour de la table les acteurs et lui de faire la synthèse. Si nous, en tant qu'intégrateur, on est obligé d'aller voir chacun et de résoudre les conflits politiques internes de nos clients, en général, c'est des sacs de nœuds, on n'arrive jamais à s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment aussi un message pour voilà, tous les industriels qui veulent se lancer dans ces approches. Il y a vraiment à construire le bon cercle qui permet d'avoir la vision globale de là où vous voulez arriver. Et nous, après, derrière, on peut vous aider. Et on peut vous aider à le construire, mais on ne peut pas le faire à votre place, quoi. Pour prolonger ce que dit Raphaël, Franck, ça semble assez évident. Vous, déjà, il y a eu la démarche du chef d'entreprise. Vous vous êtes dit, tiens, il y a ça. Et je voulais voir comment s'est passée l'appropriation chez vous par justement les gens de l'atelier quand vous êtes rentrés dans cette démarche. Comment ils vous ont suivi, en fait, là-dedans. Ça a été simple ou est-ce qu'il a fallu jongler avec les tempéraments des uns des autres? Il y a toujours des joies et des peines, hein. Il y a aussi des peines. L'idée, moi, les gros freins que j'ai rencontrés, parce que j'ai mis pas mal de temps quand même à en arriver là. Bon, la première, moi, je ne suis pas issu de la technique, je viens d'un autre monde, donc ça permet d'avoir à la fois un esprit différent et en même temps, les seniors, eux, mettent le doigt sur le concret là où ça bloque. La première chose, je sais, j'étais pas présent à ce moment-là, mais lorsqu'on est passé des machines manuelles au centre numérique, j'imagine que les seniors de l'époque devaient dire mais jamais une machine pourra travailler au centième comme je fais moi avec mes deux bras. Or, on y est arrivé. Et premier frein que j'ai rencontré, lorsque j'ai dit l'ordinateur va vous dire si au minimum il y a une collision, voire potentiellement en fonction des tolérances si la pièce est bonne, non, jamais un ordinateur pourra le dire, c'est pas possible, il faut être devant la machine. Donc ça, voilà, vous avez un plafond de verre sur les seniors qui paradoxalement détiennent les paramètres, la connaissance des outils, mais ont des plafonds de verre et il faut casser ces plafonds de verre. Et tant que moi j'ai pas eu des jeunes qui se sont intéressés à ça, j'ai pas réussi à casser le plafond de verre. Après, lorsque le plafond de verre commence un peu à se casser, là, il réfléchit, le senior, et il se dit, mince, j'ai encore 10 ans à faire. Si le jeune qui rentre, il peut programmer, mettre outil 132 à la bonne place et lancer la machine, qu'est-ce que je vais devenir? Et alors là, c'est un travail de manager, un travail où il faut rassurer, un travail où il faut donner une vision de l'avenir. Parce que c'est pas forcément conscient, ou peut-être oui parfois, mais parfois non, mais malgré tout, ils ont cette peur-là, quoi, voilà. Et puis après, vous rencontrez celui qui va dire « Mais attends Franck, c'est bien beau ça, mais regarde, moi je prends la fraise, je vais te montrer, en 3 minutes j'ai mis dessus, c'est la bonne longueur, je vais maintenant, ça marche. » Ouais, mais pour toi c'est bien. En revanche, les 4 jeunes qui vont rentrer, ils vont se tromper, ils vont aller trop vite et ça va faire une queue, enfin voilà. Et ça aussi, de passer à la vitesse d'une personne, à la vitesse systémique de l'ensemble de l'outil de production, parfois c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de peines qui sont des peines où il faut expliquer, il faut être pédagogue, il faut faire comprendre.
Et n'étant pas technique, j'ai réussi à casser tout ça lorsque j'ai un jeune qui est rentré et qui lui a bien compris là où on voulait en venir avec ces outils-là et qui était très axé de nouvelles technologies. Et à partir de là, et avec de la bienveillance sur les seniors et sur les jeunes, après ça déroule. Je mets la question sur la table, je ne sais pas à qui je la pose, mais ce que vous évoquez là, Franck, c'est ce côté, ça peut être en fait le fait d'imaginer soit la boîte, soit la chaîne de production, soit tout ça, sous forme de séquence, de la cartographier comme ça de façon assez précise. C'est une façon aussi pour l'entreprise humaine, là je pense, de se réinventer, de se réinterpréter, de réaffirmer en fait les postes de chacun, les métiers. Ça peut être un point de conjoncture en fait entre les générations, entre les gens qui ont le savoir-faire, qui doivent le transmettre, et les nouveaux arrivants qui arrivent. Ça peut être un point de convergence en fait de tout le monde pour se redéfinir quelque part. Il y a un peu ce mouvement-là ou pas ? Oui, il y a un peu ce mouvement-là et ce qui a été compliqué au début, c'est d'expliquer la chose suivante parce qu'il me disait oui, mais lorsqu'on fait de la série, que ça tourne H24, enfin 7 jours, oui, H24, etc., ça marche, mais et moi j'expliquais mais non, mais au contraire, c'est dans le prototype où on en a plus besoin parce que si lorsque tu mets ta palette dans la machine avec le brut dessus, tu sais qu'il n'y a pas de collision au minimum, voire potentiellement que la pièce est bonne, c'est bien, tu vas quand même peut-être rester un peu devant, tu n'auras pas confiance, mais quand tu auras confiance, tu retourneras programmer une deuxième pièce pendant ce temps-là, donc on va mettre des palettes à côté, et puis le soir quand tu vas partir, moi je vais peut-être venir mettre les palettes, puisque j'ai pas de dominante technique, mais s'il y a entre guillemets cas, parce que dans le processus, tout a été validé, ça marchera tout seul, et puis si on se projette, lorsque j'en aurai marre de venir à 22h mettre une palette, je vais mettre un petit robot, et total, on va arriver à faire pour du prototype, un outil de production qui peut tourner H24 parce que au lieu de mettre des bruts différents avec toujours le même programme parce qu'on fait de la série, on va mettre des bruts différents avec des programmes différents, mais de toute façon un alésage c'est un alésage, et toutes les configurations de coupe sont les mêmes au bout du compte, qu'on fasse une pièce alpha, une pièce bravo, une pièce Charlie, et du coup on pourra faire de la série de prototypes. Ça paraît simple à dire comme ça. Dans un atelier, ça passe pas facilement au début. C'est clair. Sylvie, oui, parce que c'est un sujet qui vous concerne aussi, je pense, en tant que présidente du groupe La Timonier. Comment ça s'est passé l'intégration ? Enfin, vous avez envie de répondre, donc je vous laisse la parole. Alors moi, je vais dire un peu Alors, j'ai pas du tout les problématiques de la production. Nous, on fait beaucoup d'innovation. Yeah. Ma problématique est plutôt de me dire qu'ils n'ont pas un super jouet entre les mains et qu'ils passent la journée à jouer. Donc le côté appropriation, franchement, aucun problème. Au contraire, eux, c'était un outil de plus qui leur permettait de faire plein de choses. Donc j'ai plutôt eu des yeux qui ont brillé et une envie d'y aller. C'est plutôt pourquoi lui et pas moi. Et ça a plutôt été de se dire, moi, c'était vraiment, j'irais pas dire sur la partie frein, mais sur la partie très pragmatique. Ça va me servir à quelque chose parce que je vais pouvoir arriver à transformer les essais de manière rapide, efficace, sur des choses qui sont très concrètes dont on a besoin. Et donc là, quand on a trouvé la solution, moi à l'époque, en même temps, j'étais en réunion avec la région pour essayer de monter justement un programme pour pouvoir trouver des solutions sur cette fameuse brique technologique pour valider avec un fabricant et nous, un truc un peu hybride. Et en même temps, le bureau d'études était en réunion avec un fournisseur qui justement a apporté la solution. Donc je suis sortie de réunion et j'ai fait banco, on y va. On va mettre un sou dans la machine pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire, j'ai dit, moi je vous envoie en formation, donc ok, je fais l'investissement pour acheter le matériel qui va bien. Je vous envoie en formation, puisqu'on m'a dit qu'il faut une semaine de formation. Sauf que vous partez en formation avec une démobilisation d'une de nos machines. Et à la fin de la semaine, on a un jumeau numérique de nos machines qui fonctionne. Que vous sachiez me démontrer qu'en une semaine, on sait faire ça. Et ils sont partis avec ça. Et au bout d'une semaine, donc ils sont partis. Alors oui, retour d'expérience. Envoyez pas une seule personne à se faire former. Il faut au moins qu'il y en ait 2 ou 3, de manière à ce que quand ils reviennent, il puisse y avoir une certaine émulsion et une capacité à pouvoir rebondir l'un sur l'autre pour créer ces nouveaux modèles quand vous le mettez en place. Donc ils sont partis à 2. Et ils sont revenus effectivement à la fin de la semaine avec le modèle tout fait, plus la formation en parallèle. Et quand je leur ai dit, maintenant que vous avez fait, combien de temps vous pensez pouvoir mettre tout seul, maintenant que vous n'avez plus le formateur pour le faire. Et il y en a un qui m'a répondu 3 jours et l'autre qui m'a répondu 4 jours. J'ai dit, bon coup, on y va alors. Et du coup, on a acheté les licences et on a développé l'activité. Donc, moi qui suis vraiment sur une population plus bureau d'études et automaticiens et mécaniciens et très très orienté sur les nouvelles technos et sur de l'innovation, l'acquisition a plutôt été très très facile. Ma problématique est
de le retransformer sur un aspect très concret et pragmatique des choses. Ouais, C'est un super jouet. très concret. Dans les salariés là dont on parle, les collaborateurs, c'est hommes-femmes, c'est toute génération en fait. Vous, parce que c'est plus en fait en fonction des services. Là, comme vous évoquez, on est plus dans le bureau d'études. Mais C'est des gens qui ont l'habitude des outils. Là, on est plus après chez vous, Franck, on est plus dans l'atelier où des gens sont sur de l'opérationnel très fort, très pas artisanal, mais artisanal dans le beau sens du terme. C'est-à-dire que c'est un geste, c'est un métier qui a été appris par l'expérience à la mano. Des gens qui sont dans le métier au quotidien de façon pragmatique, Voilà. à qui on leur demande de s'élever et d'avoir une vision pour en arriver là. Voilà, mais il faut peut-être le prendre comme Opérationnel en tout cas. Voilà, Des gens très exactement. opérationnels. Mais il faut peut-être le prendre comme tiens, une augmentation de soi-même, un truc, une nouvelle compréhension un peu du métier, un ajout, une brique qui vient compléter ce qu'il sait déjà faire. C'est comme ça qu'il faut le faire passer. Mais après, C'est comme ça qu'il faut faire passer. Les jeunes comprennent bien, les anciens, déjà accepter de se former quelque part, c'est accepter son ignorance. Et des fois, il y en a qui disent mais je sais, j'ai pas besoin. Et ça bloque tout. Vraiment, c'est les jeunes qui. Après, les anciens sont vraiment là, c'est-à-dire qu'ils donnent les paramètres une fois qu'ils ont compris. Enfin, voilà, quand on a tout cassé les bloquants, les anciens sont très importants. Les anciens ou les seniors plus exactement. Mais par contre, sans les jeunes, je ne serais pas parti. Je n'aurais pas réussi à faire passer cette idée-là. Après, c'est pas forcément une question d'âge. Hein. C'est vraiment oui, non, mais c'est clair, c'est clair. La différence et la difficulté, je l'ai bien vu, c'est effectivement les personnes qui étaient sur quelque chose de très manuel. Moi, je l'avais vécu quand on est passé de la 2D à la 3D dans les bureaux d'études. Où là, de la même façon, la manière de conceptualiser le fait de voir des choses en 3D, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'expérience, c'est un moment, un déclic. Et généralement, les personnes qui ont beaucoup d'expérience, alors soit manuelle, soit à l'époque c'était sur de la 2D ou autre, quand elles ont ce déclic-là, en fait, elles sont d'une performance incroyable. Samir, oui. Oui, moi j'aimerais revenir sur l'aspect, pas frein, mais plutôt moteur, dans le développement des jumeaux numériques et aux PME. Nous, un de nos partenaires là, du jumeau numérique des équipements sous pression, c'est une PME. Et le patron de la boîte nous a dit, voilà, moi je fabrique des appareils à pression, je les vends et après je ne sais plus rien de ce qui se passe. Donc lui, en fait, son moteur, c'est développer un produit, un équipement sous pression, l'instrumenter, le vendre et après proposer la maintenance et la maintenance prédictive comme service supplémentaire. Un peu comme ce que font les motoristes hein, chez les avionneurs, où ils vendent non seulement le moteur, mais aussi tout l'aspect récolte de données, maintenance. À nous, patron de PME, hein, une petite boîte, c'est exactement là où il veut aller. Il veut augmenter son business en proposant non seulement un appareil, mais aussi un appareil qui puisse contrôler, surveiller, contrôler, faire de la maintenance prédictive grâce au modèle prédictif et augmenter son business comme ça. Alors là, c'est super intéressant ce que vous soulignez, là, Samir. C'est quelqu'un qui, en fait, va dupliquer son produit et, du coup, sur tous ses clients, il aura moyen de suivre exactement ce produit, simuler. C'est un jumeau numérique, non pas sur un seul produit, mais c'est sur une série, en fait. Et du coup, c'est lui qui peut le faire, parce que les autres ne le feront pas. Mais si lui le fait en amont, ça lui donne un impact supplémentaire et un service supplémentaire. Tout à fait. Enfin, l'exploitant de l'appareil peut le faire, mais ça finalement, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Et l'exploitant, ça lui rajoute une contrainte complémentaire pour surveiller. Alors que s'il achète un appareil, il achète le service, l'exploitant est tranquille. Et le plus à même, en fait, de faire cette maintenance de tous les jours grâce à la remontée des données en temps réel et puis grâce à la simulation aussi avec des modèles réduits, des simulations quasiment en temps réel, lui, il peut proposer non seulement l'appareil, mais aussi la tranquillité d'un bon fonctionnement. Et grâce au modèle de comportement, modélisation de comportement, il comprend mieux comment son appareil marche et il peut l'optimiser. Donc c'est tout ce cercle vertueux que le patron de la PME cherche en fait. Raphaël, oui, vous vouliez rajouter ? Non, rapidement, confirmer que l'enjeu de benchmarker plusieurs sites ou plusieurs machines, moi je trouve qu'il est essentiel.
l'exemple de GNVR que je vous montrais tout à l'heure, 90 stations, ça permet d'identifier assez vite quelles sont les stations efficaces, les stations pas efficaces, par rapport au choix de matériel, par rapport aux configurations. Donc derrière, de se projeter sur les choix à faire en cas d'installation de nouvelles stations. Donc ça, je partage cet enjeu-là. Moi, je rebondissais sur, vous disiez, c'est pas forcément juste des jeunes, des vieux. Moi, je vois souvent aussi des conflits de posture. Et comme je vous le disais, Equance, c'est un groupe, le digital, c'est 1 milliard sur 12 milliards. Donc il y a aussi beaucoup de populations techniques, des exploitants, des mainteneurs. Et moi, je vois beaucoup dans les projets qu'on cherche à faire en commun, les équipes digitales que je pilote et puis les équipes plutôt techniques, de gens en fait qui sont sur des positionnements, des postures différentes, qu'ils soient jeunes ou vieux d'ailleurs. Hein. Mais il va y avoir le mainteneur qui part du principe que le mec du digital n'a rien compris à son geste de mainteneur, et le mec du digital qui part du principe que lui, il sait ce qui est bon pour le mainteneur. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui partent mal parce que tout simplement, les gens n'ont pas pris le temps de comprendre, d'expliquer, de comprendre et ou d'expliquer, hein, ça va dans les deux sens, d'où on part. C'est quoi aujourd'hui les gestes, c'est quoi aujourd'hui les limites, c'est quoi aujourd'hui les frontières. Et ça paraît évident en le disant, mais je vous assure qu'il y a 2/3 des projets qui foirent, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette phase juste d'appropriation, de compréhension de d'où on part aujourd'hui avant de chercher à l'optimiser, quoi. On revient à l'hybridation du physique et du digital dont on parlait. C'est un des versants, un des volets peut-être de ça, de bien comprendre, de bien associer ce qu'on connaît physique, de la machine, de la techno, de la matière, de la réactivité de la matière, etc. Toute cette partie pragmatique, opérationnelle, et puis la donnée. Il y a un petit peu de ça, un peu, non ? Il y a un petit peu de ça, mais on va un cran plus loin. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait du physique dans le sens inerte, enfin, de la machine et puis du dynamique. Là, on parle de l'humain. C'est-à-dire, vous avez beau avoir compris l'existence des machines physiques sur un site, ça suffit pas. Si vous n'avez pas compris comment les gens s'en servent, c'est quoi les process en place, et là, c'est un peu au-delà du physique, quoi. Vous voyez, c'est la compréhension des rites, des manières de fonctionner sur un site. Si vous n'avez pas perçu ça un minimum, vous pouvez produire le meilleur outil digital du monde, il ne se passera rien, quoi. Alors je regarde le chrono, je regarde Christophe, là, voilà, il nous reste 2 minutes. Alors une petite conclusion. On l'a vu, il y a une grande variété, on a essayé de balayer, mais le thème aujourd'hui, il est en plein développement, on comprend les choses en marchant un peu. Hein. Comment vous voyez peut-être justement les développements, sur quoi vous travaillez? On fait un petit tour de table. Le jumeau numérique, peut-être dans 5 ans, aujourd'hui on en est là avec nos réflexions et nos expériences, vos retours d'expérience. Je ne sais pas, dans 5 ans, est-ce qu'il y aura un développement beaucoup plus large dans les PME? Il y aura de l'interactivité? Comment vous voyez le futur de ça? En tout cas, on l'espère, et on espère que les PME, PMI, et c'est notre rôle aussi de les aider à accompagner pour s'approprier cet outil qui est le jumeau numérique. Moi, ce que je vois dans 5 ans, 10 ans, c'est justement l'intégration du jumeau numérique dans le cadre de ce qu'on appelle l'entreprise 4.0, où on va avoir une virtualisation de l'usine, de l'entreprise, donc pouvoir contrôler ce qui se passe d'une manière virtuelle et avoir le dialogue entre le virtuel et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est un peu le métaverse de Facebook finalement, enfin, si je plaisante, mais bon. Antoine. Alors, moi je voulais juste rebondir une seconde sur ce que disait Sylvie aussi tout à l'heure sur les interactions pendant une semaine entre des formations, des entreprises, etc. Juste mettre ma casquette ministère et faire une petite pub pour une agence qui s'appelle AMIES, Agence pour les mathématiques en interaction avec les entreprises et la société, et qui organise exactement des semaines d'interaction comme ça où l'industriel arrive avec son problème. Et les chercheurs, les labos travaillent sur le sujet pendant une semaine et répondent à la question qui a été posée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est national, ça ne dépend pas du tout de l'INRIA. AMIES. A-M-I-E-S. Voilà, je vous invite à regarder ça. À retenir, c'est un bon plan. Merci. Voilà. Et pour répondre à votre question sur la projection à 5 ans, écoutez, moi je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quantifions le coût en ressources, le coût en énergie, le coût évidemment, le coût en main-d'œuvre, etc. Mais les coûts cachés un petit peu de ces jumeaux numériques, parce qu'il va y avoir un moment où ça va vraiment devenir quelque chose de très important, y compris d'un point de vue économique, bien entendu. Zinaga, Sylvie, pour vous?
Oui, alors en l'occurrence, c'est compliqué de parler On en va même laisser temps. passer l'annonce. On aura un petit, voilà, on aura 1 minute de retard pour une fois, c'est bien. On avait d'ailleurs commencé en retard. Mais D'anglais. On y là, on arrive, est à l'anglais, ça va se terminer. c'est sûr. Ok, Thank you. Alors, Sylvie. Donc, en l'occurrence, ce qui est important, jumeau numérique, ça reste un outil. C'est un outil qui offre plein d'opportunités. Et là, je rejoins entièrement. C'est un outil qui doit servir à quelque chose. Je reviens sur le côté très pratique. Ça doit servir à quelque chose. On peut en avoir des utilisations complètement diverses. Là où je confirme un peu sur la vision que vous aviez donnée au niveau industrie 4.0, au niveau d'une usine, c'est que de plus en plus, alors nous, on fait des outils de production qui vont directement s'intégrer dedans. C'est que forcément, on a déjà pleinement conscience que de toute façon, nos machines qui sont bourrées de technologie rentreront dans ces configurations-là. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est à votre échelle, quelles peuvent être les opportunités que peuvent présenter pour vous cette brique technologique complémentaire, mais il faut la vivre comme ça. C'est pas un outil en soi, il faut en faire quelque chose. Et quand on parlait sur le thème humain, de se dire dans quel cadre on le fait, quelle est la finalité de cet outil, il faut clairement au départ que ça vienne de ça, c'est à quoi ça doit servir et comment est-ce qu'il est le plus efficace de le déployer de manière très concrète pour votre activité pour que ce soit profitable pour tout le monde. Ok, Franck. Oui, nous, si on parle de finalité, justement, aujourd'hui, on a réussi à avoir l'assurance anti-collision, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de collision. On a réussi à réduire les coûts, la maintenance préventive des outils, etc. La vision que j'ai à 5 ans, c'est un robot devant les machines et un atelier qui tourne H24 avec des hommes en bureau d'études, enfin en parcours d'outils et puis avec justement l'outil de simulation, mais le moins possible d'hommes devant la machine parce que c'est ça qui coûte cher aujourd'hui, quoi. Donc un atelier qui fait la série de prototypes. Excellent, Raphaël. Oui, moi, Industrie 4.0, vous avez cité le terme. On avait réussi à pas le dire pendant toute la table. Voilà, mais va il finir fallait qu'ils là-dessus. viennent. Pour moi, il y a un formidable élan en ce moment avec France 2030, avec le plan de relance, des gigafactories qui se reconstruisent, des usines de production d'aliments à base d'insectes. Pour moi, ça, il y a un gros souffle en ce moment, mais on ne restera compétitif dans la durée au niveau industriel en France que si on arrive à se différencier justement par cette approche industrie 4.0. C'est-à-dire que sur nos sites industriels en France, on est une communication entre les robots, les automates, les maquettes physiques et une vision consolidée à l'échelle de l'usine ou d'un ensemble d'usines, du pilotage et des jugements de performance issus de ces données-là. Voilà. C'est pour moi essentiel si on veut que le souffle qu'il y a aujourd'hui, il reste dans la durée et que la compétitivité de l'industrie française reste dans la durée. Excellent. Merci à tous les 5 pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et merci à vous toutes et à tous d'avoir suivi cette table ronde. Très bon salon à vous. Et puis on se retrouve bien sûr sur Global Industrie. Merci.